Hey, salut tout le monde! C'est encore moi, en fait, Sam en quarantaine. Bien oui. En fait, durant ma quarantaine, j'ai regardé un documentaire sur R. Kelly, qui est un chanteur R&B qu'on connaît bien. Le documentaire, ça s'appelle Surviving R. Kelly. J'avais envie de vous parler de ce documentaire-là parce que ça m'a beaucoup marqué, puis surtout que c'est de l'actualité. C'est un sujet qui touche beaucoup, qui se joint beaucoup aux documentaires qu'on peut voir et aux séries télé qu'on peut voir. Tout ce qui concerne en fait les mineurs et les adultes, en fait. Là, on est rendu dans un monde qui est assez spécial et il se passe beaucoup de choses. Que ça parle vraiment de la naissance de Robert Kelly, qui est un chanteur de R&B. Robert est né à Chicago. Sa mère, c'est Joanne Kelly, une enseignante. Il est le troisième d'une famille de 4 enfants, donc il vit dans un logement social avec eux. Tout ce qu'on sait au début, c'est qu'il n'y a aucune figure paternelle. C'est vraiment là qu'on comprend un peu de quel monde il vient et en quoi sa vie a été chamboulée. Et à partir de 1975 que Kelly, à 8 ans, il commence à chanter dans les églises. Dans les mêmes années, sa mère lui enseigne comment Stevie Wonder chantait parce que c'est les idoles de leur famille. Elle mettait du nickel sur la tourne-disque pour en fait ralentir la piste, qu'il puisse écouter les tonalités et les rythmes pour bien chanter la bonne note. C'est ce qui nous amène à un sujet qui est quand même intense. Je veux pas, moi ça m'a marqué beaucoup. J'en parle parce que je trouve ça important de savoir ça, parce que c'est quand même un sujet qui est vraiment d'actualité, mais que j'ai seulement découvert par Netflix. J'ai vu la vraie histoire, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec R. Kelly. Je vais l'appeler Kelly, mais c'est Robert. Je peux dire Robert, je peux dire Kelly, c'est la même personne. À l'âge de 8 ans et jusqu'à environ ses 14 ans, Robert Kelly a été abusé d'un membre de sa famille. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il perd toute confiance en lui. En 1983, à l'âge de 16 ans, sa mère fait déménager toute la famille puis enrôle son fils dans l'école prestigieuse de Kenwood Academy, une école publique de Chicago. Donc c'est là qu'il rencontre sa mentor Lena McLean, qu'on voit dans le documentaire, qui a aujourd'hui 91 ans, qui est encore en vie. C'était sa mentor et elle s'occupait de la faculté de musique à Kenwood. Elle avait beaucoup d'importance pour Kelly. Tout ce qui le rendait heureux, c'était vraiment de chanter. Donc c'est vraiment cette dame-là qui lui a permis d'avoir une passion. Il y avait une passion commune avec elle, puis c'est la première fois qu'il développait un lien avec quelqu'un aussi puissant, et surtout qu'elle elle faisait sentir comme si il pouvait tout faire. Donc c'est à ce moment-là, à ses 16 ans, qu'il commence à se bomber le chest et se dire « Ok, ouais, je pense que je suis bon, je pense que je vais prendre le pouvoir. » Puis il savait qu'il avait du talent, donc c'est là qu'il en a profité pour, en 90, de faire partie d'un groupe de R&B qui s'appelle MGM. Ils ont gagné un concours d'un montant de 100 000 $ dans un talent de chant à l'émission télé Big Break. Ce montant d'argent-là a causé beaucoup de problèmes au groupe de musique, donc ils ont décidé de se séparer. Un peu plus tard, Kelly aimait beaucoup chanter dans les barbecues, dans les parties de famille. Donc il s'est rendu dans un party barbecue et il a commencé à chanter, et c'est là qu'il rencontre Wayne Williams de Jive Records, qui devient son producteur maintenant et qui trouve qu'il a un talent exceptionnel. Donc c'est en janvier 92 qu'il commence à faire son premier album platine, Born into the 90s. C'est en novembre 93 qu'il a sorti son album 12 Play, qui s'est vendu à pratiquement 5 millions d'exemplaires. C'est hits dont Sex Me, Bump and Grind, qui nous permet de voir que, en fait, ces chansons qui sont particulièrement à caractère sexuel, évidemment, Sex Me, c'est très à caractère sexuel. Il veut montrer que c'est lui qui est le mâle alpha. Il veut prendre possession des gens, et quoi de mieux que d'aller dans les écoles de jeunes filles pour justement découvrir la naïveté de la jeunesse et les pousser à faire des choses. Oui. Parce que R. Kelly, c'est quelqu'un qui est extrêmement... c'est quelqu'un qui a un charisme incroyable, qui permet de je ne sais quelle façon d'approcher les jeunes. Donc, ça attire beaucoup les jeunes filles qui adorent le R&B dans ces années-là, qui devient beaucoup populaire aussi. Surtout avec 5 millions d'exemplaires vendus. C'est avec ça qui attire les jeunes filles. Il dit... Ah ben, savez que moi, je peux produire vos chansons si vous avez envie de chanter pour moi. Si vous voulez, venez à mon studio, on va enregistrer des chansons, on va faire des albums ensemble, on va vous faire gagner beaucoup d'argent, puis vous allez pouvoir vivre de votre passion comme moi je le fais. C'est comme ça qu'il attire ses victimes. Le 1er août 1994, à l'âge de 27 ans, qui rencontre la chanteuse R&B Alaya. En fait, on voit dans plusieurs entrevues dans le documentaire qu'il y a une chimie entre les deux, mais inexplicable. Puis là,
ça rend beaucoup les intervieweurs vraiment mal à l'aise et ça. Ils posent beaucoup la question, qu'est-ce qu'il se passe entre vous deux? Leur réponse est toujours la même, on est meilleurs amis. Et c'est la seule chose qui montre au public. Vraiment, le 1er août 94, qui décide de se marier dans un hôtel à Chicago pour se cacher de la société. Le mariage est ensuite annulé plus tard parce que les parents d'Alaya ont découvert que Alaya avait menti sur son âge et qu'elle prétendait qu'elle avait 18 ans, mais au contraire, elle avait 15 ans. Donc 27 moins 15, on voit qu'ils ont pas mal 12 ans de différence. Donc c'est énorme. Et surtout dans ces circonstances-là, on sait très bien qu'elle est mineure et que lui, c'est un grown-ass man. So, c'est en septembre 1994 que Alaya sort son premier album qui s'intitule Age Ain't Nothing But a Number, que lui-même Kelly produit et est certifié Platinum. Donc, c'est vraiment là qu'on voit un peu que les gens commencent à se poser des questions sur R. Kelly, mais pas plus que ça, parce que c'est une vedette qui est internationale. Une année plus tard, qui produit Michael Jackson, Whitney Houston, Quincy Jones, et j'en passe. Il est prêt à tout pour atteindre son but, et il va le faire. Et les gens se doutent de rien. Ils se disent, non, c'est une erreur, nanana. Il essaie de cacher de plus en plus les preuves qu'il y a de lui et son mariage. Donc, Alaya, c'est un personnage qui a marqué beaucoup R. Kelly, mais R. Kelly n'en parle aucunement. Il ne lui adresse plus la parole parce qu'il veut prendre les distances et éviter que les gens sachent vraiment la vérité sur lui et sur ce qu'il préfère. Parce qu'on voit très bien qu'il essaie de s'écarter du problème et de dire « Je veux pas que les gens sachent que j'aime les jeunes femmes. » On dit jeunes femmes, mais c'est des enfants. On tient à préciser que c'est des enfants. En novembre 1996 aussi, qui crée la célèbre chanson I Believe I Can Fly, qu'on connaît très bien, pour la soundtrack du film Space Jam. Dans la même année, il marie Andrea Lee. C'est sa femme avec qui il a eu 3 enfants, Joanne, Jaya et Robert Jr. Elle avait, dans ce temps-là, quand il l'a mariée, elle avait 22 ans et elle était danseuse de sa troupe Tour. Donc, il y avait vraiment un bon lien au début. Les premières années, ça a vraiment été magique entre eux. On voyait vraiment... elle explique vraiment dans le documentaire qu'elle l'aimait à un niveau incroyable, que cette personne-là te faisait sentir comme si tu étais sa perle, comme si tu étais son diamant qui voulait pas te quitter d'une semelle. Ça complique les choses parce que Andrea Lee découvre par hasard qui l'aurait agressé une jeune mineure en février 97. En fait, quand il marie Andrea Lee, elle n'est pas au courant de rien de ce qui se passe autour. Donc, le fait qu'il marie une majeure, ça invite les gens à se retirer un peu de tout le drame qui s'est passé avec la jeune Alaya. Donc, c'est là que Andrea Lee, elle ne se doute de rien, elle n'a aucune idée. Elle est dans la maison, elle n'a pas le droit de sortir, pas le droit de communiquer à sa famille, elle est chez elle et ne bouge pas tant qu'il ne l'a pas demandé de sortir. En février 97, Andrea Lee n'est toujours pas au courant que Robert Kelly a décidé de créer un culte sexuel. Donc, Tiffany Hawkins accuse Kelly d'agression sexuelle quand elle était mineure. Elle avait 15 ans et lui avait 24 ans. Donc, la relation a fini 3 ans plus tard quand elle a atteint 18 ans. En fait, toutes ces relations s'est passées en même temps. Il était marié, il voyait plein de jeunes femmes en même temps. De jeunes filles, en fait, des enfants. Il voyait des enfants en même temps. C'est en janvier 98 que Kelly décide de régler les comptes avec cette Tiffany qui offre un montant de 250 000 $ pour la faire taire. Et c'est soudainement réglé. On n'entend plus parler de Tiffany. Elle se sauve. Elle ne veut plus rien savoir de lui. Elle a l'argent et elle part. Depuis 98 à 2000, Kelly continue d'enchaîner les prix. Il enchaîne les ventes de millions de copies. Il continue à faire des albums. Rien n'arrête pour lui. Il est au sommet. Il est au sommet et il sait que il peut tout faire. Et quand t'es rendu au sommet, souvent tu te sens invincible et tu sens aussi que personne ne peut te tirer en bas parce que t'es tout seul en haut. Et toutes les autres sont en bas, selon ta vision. Donc c'est en août 2001 que Tracy Samson, qui est une autre de ses conquêtes mineures, qui poursuit Robert parce qu'il avait eu elle prétend qu'il avait eu une position d'autorité contre elle alors qu'elle avait 17 ans. Il contrôlait exactement tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle allait, et ça, c'est pour toutes les femmes qu'il rencontre. Toutes les filles, toutes les femmes. Il y en avait tellement, ça se nomme même pas, j'en nomme quelques-unes, mais il y en avait des tonnes. Puis c'est au printemps 2002
que ce conflit se règle entre les deux, avec de l'argent bien sûr, et le montant n'a jamais été précisé. C'est le 8 février 2002 que le Chicago Sun-Times, qui est un journal très populaire à Chicago, a reçu le vidéotape de 26 minutes 39 secondes qui montre Robert avoir des relations sexuelles avec une mineure. La police commence à faire une investigation. À ce moment-là, la fille et ses proches nient totalement que c'est elle sur la vidéo. Elle ne veut rien savoir, elle ne veut pas parler, elle ne veut pas parler contre lui, elle veut absolument la paix et c'est tout ce qu'elle demande. Elle a honte d'elle et elle a honte aussi que ça se propage. Elle a peur aussi que le vidéo se propage partout à travers le monde. Donc c'est en avril et mai 2002 que Patrice Jones, une autre femme de Chicago, qui affirme qu'elle tombe enceinte et quand elle était mineure et qui l'a forcée à se faire avorter. C'est à ce moment-là que la police décide vraiment de faire d'amples recherches, même si l'argent, selon Kelly, mène le monde parce qu'il décide de tout. Toutes ces jeunes filles qui coincent, que ce soit dans un hôtel, dans une maison, peu importe, elles suivent exactement tout ce qu'il leur demande. C'est vraiment le 5 juin 2002 que Kelly est inculpée pour 21 accusations pour de la pornographie juvénile qui provient de la vidéo partagée de la jeune femme qui niait toute relation avec Kelly. Donc, il plaide exactement non coupable et paye sa caution de 750 000 $. En 2003, il continue à produire des albums, devient autant populaire, les gens se doutent de rien, les célébrités se battent pour chanter avec lui. En février 2004, le procureur de Chicago fait tomber les charges contre lui par manque de preuves et qu'il n'arrive toujours pas à prouver si la jeune fille sur la vidéo est mineure. Il n'arrive pas à prouver, il n'arrive pas à voir exactement quelles sont les preuves que c'est Kelly, et donc il décide de laisser tomber les accusations. C'est en septembre 2005 que Andrea Kelly, qui est la femme de Robert, demande une protection contre son mari, qu'elle accuse de violence conjugale, qu'elle demande même le divorce. Ils finissent par se réconcilier et finalement ils décident d'habiter dans différentes maisons. Donc Andrea habite dans sa maison en Floride et lui habite à Chicago toujours. Elle a vraiment aucune idée de ce qui se passe avec les jeunes filles. Seulement elle est enfermée dans une maison, elle reçoit des coups, elle n'a pas le droit de manger. À peine si elle a le droit de parler, elle n'a pas le droit d'écouter la télévision parce que ça pourrait montrer des choses qui Kelly ne veut pas qu'elle voie. En février 2006, Robert offre à son petit frère Kerry un montant de 50 000 $ et un accord pour enregistrer une chanson en échange qu'il dise au procureur que c'est l'homme sur la vidéo avec la jeune mineure. Donc évidemment, Kerry refuse toute accusation. Il refuse à 100% de dire que c'est lui parce qu'il sait très bien que c'est Robert. En janvier 2009, c'est après 11 ans de mariage avec Andrea qu'il décide de divorcer. C'est vraiment là qu'il divorce, il dit « Ah, ok, pas grave, même si je divorce, c'est pas grave, j'en ai plein. » Il les enchaîne, il fait des rotations, il les enferme dans des maisons, elles n'ont le droit de rien dire, elles n'ont le droit de pas parler. Donc c'est vraiment lui qui a le contrôle de toute la situation. De 2009 à 2017, qui est une période où il enchaîne les nominations. Encore là, les célébrités se battent pour chanter avec lui, se battent pour avoir une production de R. Kelly dans leur album. En juillet 2017, il y a des allégations du culte de R. Kelly, qui a un rapport qui a été écrit par le BuzzFeed, qui accuse R. Kelly de piéger 6 jeunes femmes dans un culte de sexe. L'article parle de la technique de Kelly pour séduire les jeunes femmes. Il les séduit en les attirant avec la musique, comme j'ai dit tout à l'heure. Elles veulent une carrière, et lui, il l'offre sur un plateau d'argent. Ce qu'on sait pas, c'est qu'il cache vraiment des mineurs dans sa maison. Il les enferme et il les empêche de voir leurs parents et leur famille. À noter que ce sont tous des jeunes femmes entre 12 ans et 17 ans. Et ils peuvent être plus vieilles aussi. Il y a une femme de 35 ans qui s'est fait piéger aussi. Mais on se concentre beaucoup sur les mineurs dans la série. Ils sont tous noirs, elles ont tous la même âge à peu près. Elles aiment beaucoup la musique, chantent beaucoup. Et surtout qu'aux États-Unis, les jeunes femmes noires sont beaucoup moins bien perçues par les Américains. Comprenez pourquoi, j'ai aucune idée. R. Kelly décide de ses victimes, c'est lui qui les choisit et souvent il prend les plus naïves et les plus vulnérables. Il confisque aussi les cellulaires, il refuse un contact à la famille et les amis. Et souvent, il demande aux jeunes femmes d'aller recruter d'autres jeunes femmes pour que
culte qu'on appelle grandisse davantage. Et son but, c'est vraiment d'avoir des femmes à ses pieds. Comme lui, dans sa tête, il s'est fait enlever son enfance à cause de l'agression qu'il a vécue. Il essaie d'empêcher les jeunes femmes, elles, de vivre une belle vie, en fait. Il fait juste gâcher leur vie complètement. Et c'est vraiment vers 2018 et 2019 que les rumeurs commencent vraiment à tourner autour de R. Kelly et ça devient de plus en plus sérieux, dont Spotify, Apple et plusieurs artistes et les radios le bannissent complètement, toute plateforme. Donc R. Kelly est complètement piégé. Il s'est piégé lui-même, en fait. Et c'est vraiment le 16 juillet 2019, qui est très récent. C'est le 16 juillet 2019, après 2 décennies, qu'il se fait arrêter. Il y a plusieurs charges pour de la prostitution, du trafic sexuel, 11 accusations aussi pour agression sexuelle, violence et abus contre des mineurs de 13 à 16 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'il agresse des jeunes femmes. C'est maintenant le temps de terminer tout ça. Pour lui, ce qui est fou, c'est que l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge parce que lui, il préfère les jeunes. Il l'a dit en interview. Lui, en fait, quand il fait ça aux jeunes femmes, en fait, c'est comme pour se libérer de sa douleur qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est atroce. Une spécialiste avait expliqué que ça prenait environ, en moyenne, 7 à 8 fois avant que la jeune femme retourne vraiment chez elle et qu'elle apprenne de ses erreurs. Donc, on voit aussi dans le documentaire une femme qui essaie de retrouver sa fille. Ça fait 9 ans qu'elle a disparu. Un moment qui est vraiment touchant entre les deux. Sa fille a complètement changé. Il l'a transformée en petit garçon un peu. La fille était super féminine et elle est devenue vraiment garçonne. Donc là, on voit vraiment l'échange entre les deux face à face. Ils se regardent. La fille s'appelle Dominique. Donc Dominique, on voit dans ses yeux qu'elle veut vraiment aller rejoindre sa mère, ce qui est vraiment triste dans le documentaire parce qu'elle essaie de s'enfuir, mais ça prend plusieurs tentatives avant qu'elle réussisse. Ce qui est triste aussi, c'est que dans les studios, ils emmenaient les jeunes filles. C'était beaucoup de pièces dans le studio où il y avait des lits dans chaque pièce. Il y avait des filles dans chaque pièce et elles avaient des buckets, des seaux pour qu'elles fassent leurs besoins dedans. Et c'est lui qui décidait quand elles avaient le droit d'aller jeter le seau. Quand on dit l'expression « money can buy everything », l'argent peut tout acheter, ça rend invincible. Et R. Kelly avait cette impression-là et il pensait qu'il y avait un passe-droit pour la vie parce qu'il y avait beaucoup d'amis dans la police et qui permettaient d'avoir des passe-droits et tout. Et il donnait de l'argent, et surtout pour s'en sortir. Donc il savait que s'il y avait beaucoup d'argent, il allait toujours avoir un passe-droit puis il se croyait invincible. Ils avaient aussi une pièce qui s'appelait The Black Room. La Black Room, c'était une pièce où ils enfermaient une femme qu'il avait sélectionnée dans la maison et puis ils faisaient faire exactement les pires choses que vous pouvez imaginer. Rien n'a été décrit parce que la jeune femme est allée revoir la pièce et n'a pas été capable d'expliquer vraiment ce qui se passait, mais elle a dit que c'est les choses les plus pires qu'elle a jamais endurées. Et depuis que R. Kelly est en prison, ça a permis de sauver plein de jeunes femmes de la maison et ils ont réussi à sortir la majorité des filles, mais il y a encore des filles qui pensent que R. Kelly n'est pas coupable et qu'il ne devrait pas avoir cette sentence-là. En 2019, R. Kelly décide de sortir une chanson qu'il appelle I Admit, donc ce qui veut dire j'avoue. J'avoue, donc c'est vraiment une chanson, si on voit les paroles ici, je sais, j'avoue avoir fait beaucoup d'erreurs, je sais que j'ai été imparfait et j'admets avoir aidé autant de gens. En fait, c'est une chanson qui parle vraiment de son côté narcissique. Cette chanson-là décrit exactement ce qu'il avoue dans la vie. Il avoue être analphabète.